Bonjour à tous, merci Aline. Donc, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui pour avoir l'opportunité de vous sensibiliser à quelques problématiques qu'on rencontre souvent dans notre métier. Alors, donc du coup, petite présentation. Donc Naonext, on est bureau d'études électroniques depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans aujourd'hui. Donc on a commencé il y a 6 ans avec la Crystal Ball, donc ici la première photo. Donc c'était notre propre produit. Donc on a commencé plutôt en mode start-up, on a créé notre produit. Donc la Crystal Ball, c'est une interface pour contrôler tout ce qui est environnement de création musicale et création vidéo, uniquement avec le mouvement des mains, donc sans toucher, avec des capteurs de distance. Et donc depuis, comme ce qu'on aimait faire vraiment, c'était de la conception électronique, on s'était dit qu'on allait passer en mode bureau d'études. Et du coup, on a travaillé pour différents projets. Donc quelques exemples ici. Donc tout à droite, vous avez la Divine. Donc si vous êtes de Nantes, vous devez connaître. Donc c'est une machine qui met le vin en conditions idéales de dégustation. On a également travaillé encore pour une start-up nantaise qui est Captive, donc qui a fait Gaspard. Donc c'est un tapis anti-escar pour personnes à mobilité réduite, donc ça se glisse dans le fauteuil. Et du coup, c'est en Bluetooth et vous avez une appli sur téléphone en fait qui va vous dire si vous êtes mal assis, si vous êtes assis depuis trop longtemps dans le fauteuil, puisque les personnes à mobilité réduite doivent de temps en temps bouger ou se lever, faire des push-ups pour éviter d'être assis trop longtemps en mauvaise position. Et puis un autre petit exemple, donc c'est Eugène, c'est un boîtier connecté en Wi-Fi qui va vous aider à mieux trier vos déchets. Donc en fait, vous pouvez scanner les codes barres de vos produits et ça va vous dire si c'est recyclable, pas recyclable. Donc sachant que des fois c'est un peu à casse-tête, surtout à Paris, parce qu'en fonction de l'arrondissement, le plastique n'est pas forcément recyclable, ce genre de choses. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Donc pourquoi vous parlez vraiment de conception électronique au Web Today, puisqu'on est plutôt aujourd'hui dans l'environnement web pour une raison évidente déjà, c'est qu'effectivement aujourd'hui avec l'IoT, les objets connectés, la frontière entre le web et l'électronique tend un peu à disparaître et tout le monde veut avoir son objet connecté. Donc ça déjà c'est une première raison, mais une deuxième raison, et sur laquelle on est assez bien placé pour en parler, puisqu'on a vraiment nous commencé par une interface où on ne touchait pas. En fait on se rend compte que la tendance où les objets type on ne touchait pas les interfaces, où on bouge les mains dans les airs, etc., ça a plutôt tendance à disparaître parce qu'en fait on se rend compte qu'on a besoin de toucher. Voilà, les humains, on a besoin de ce retour haptique, on a besoin de toucher les choses et on a besoin d'avoir des interfaces tangibles. Donc un petit exemple, là en gros vous avez la Reactable. Donc je crois qu'elle avait été Web Today il y a quelques années d'ailleurs. En fait, c'est une interface sur laquelle vous allez poser des cubes, les positionner en fonction l'ordre dans lequel vous allez les mettre, ou les tourner, les incliner. Vous allez pouvoir créer du son, de la musique, et vous pouvez être plusieurs autour de la table. C'est assez rigolo à utiliser. Sinon, vous avez deux exemples vraiment d'interfaces tangibles, du coup, avec le cube et le Nuimo. En fait, c'est deux petites interfaces de domotique, donc vraiment pour gérer toute la domotique de votre maison. Et donc là, pareil, le cube, en fonction de la face sur laquelle vous allez le mettre, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses, donc soit vos radiateurs, vos volets, la lumière. Voilà, c'est le même principe pour le Nuimo, en fait, hein, c'est une petite interface de contrôle pour la domotique. Donc là, vous venez vraiment toucher un objet qui existe vraiment, pas juste une application sur votre téléphone. Et donc ça, c'est vraiment une tendance aujourd'hui de l'objet connecté, en fait. Alors du coup, je vais vous parler vraiment maintenant des étapes clés de la conception électronique. J'ai décidé en fait de prendre un angle un petit peu pas du tout technique. Voilà, ça va être à peu près la seule slide technique que je vais avoir, si on peut appeler ça technique. Donc évidemment, il y a plusieurs phases clés à ne pas rater. Donc la conception, validation, industrialisation. Donc en fait, si on regarde un petit peu rapidement ce slide, on peut s'apercevoir que c'est pas si différent que de la conception purement logicielle. Évidemment, vous allez avoir une phase de conception, on va travailler le cahier des charges, ensuite la validation, on peut dire que c'est plutôt la phase de test, et la phase d'industrialisation, ça correspond à une phase de déploiement logiciel classique. Seulement, il y a une grosse différence quand on parle d'électronique.
c'est plus parlant quand on le dit en anglais. En fait, en anglais, on a la différence vraiment entre le hardware et le software. Et si ça s'appelle soft et hard, c'est pas pour rien. Le soft, par définition, c'est souple. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, lors de votre phase de déploiement, vous apercevez que vous n'avez pas couvert un usage ou un besoin parce qu'il était mal exprimé dans votre cahier des charges préliminaire, bon, bah, ça va vous coûter du temps de développement. C'est pas toujours très agréable, mais bon, au pire des cas, on sort un petit peu 2-3 bouts de scotch, on fait un patch et c'est parti, quoi. Sauf que ça, avec du hard, ça marche pas. Parce que quand vous êtes à la fin, en phase d'industrialisation, et vous vous dites, moi j'ai complètement oublié le besoin en fait, numéro je sais pas combien de mon cahier des charges, ben là vous devez repasser par toutes les étapes parce que le herbe il est figé, donc il faut refaire une carte électronique, il faut repasser peut-être les normes électromagnétiques, tout ce genre de choses. Donc en fait il faut refaire le projet depuis le début. Donc du coup, c'est beaucoup plus pointilleux sur les phases de cahier des charges préliminaires et de spécifications détaillées. Là, il va vraiment falloir être très très attentif. Donc, typiquement, par exemple, pour être vraiment dans la conception, voilà un peu les choses qu'il ne faut pas faire. Donc, quelques exemples très parlants, très typiques de ce qu'on... Et ça peut faire rire, mais je vous assure qu'on voit ça assez régulièrement. Donc, par exemple, ici, on voit à gauche, vous avez ouvert un supermarché, c'est super, vous avez voulu vraiment faire venir les gens, vous vous êtes dit, on va faire venir les gens, on va leur dire, il y a un super escalator dernier cri, c'est génial, venez dans notre magasin, quoi. Bah, sauf qu'en fait, vous n'avez pas de deuxième étage. Donc, voilà, donc vous avez un super escalator, mais il ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on peut voir, dire, moi j'ai envie d'avoir la dernière techno, je veux du 6LoWPAN, Zigbee, machin dans mon projet, parce que c'est génial, c'est le truc qui fait vendre à la mode. Bah ouais, mais en fait, quand on creuse les besoins, on creuse les usages, il n'y a pas besoin de ça. Peut-être que vous avez mis un composant qui coûte super cher, vous en avez pour 15 € par composant, alors qu'à la fin, vous vous rendez compte que peut-être qu'avec une techno un peu plus ancienne et qui marche très très bien, très fiable, avec un composant à 2 €, ça aurait marché très bien. Et du coup, vous vous retrouvez à faire une production qui vous coûte les yeux de la tête, alors que ça aurait pu être beaucoup moins cher. Même chose, là vous avez une maison, visiblement il y a 2 ou 3 étages, c'est pas trop, et il y a un balcon au 3e étage, mais il n'y a rien, il n'y a pas de mur, enfin il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Alors du coup, ça c'est un peu un exemple typique de dire, peut-être que dans la V2 j'aurais besoin de cette techno. Donc en fait, vous dites, ah ouais, mais tiens, je vais mettre tel composant parce que bon, j'en ai pas besoin dans la V1, je sais pas trop, mais dans la V2, peut-être qu'on en aura besoin, alors je vais le mettre. Alors ça, c'est un petit peu un problème parce qu'en fait, le jour où on se dira, tiens, maintenant je vais aller au 3e étage, va falloir casser le mur. Casser le mur, en plus c'est un mur sur le côté, il y a de fortes chances que ce soit un mur porteur, donc c'est le bazar, va falloir tout refaire. Vous allez dépenser beaucoup d'argent pour mettre un balcon qui maintenant ne sert à rien. Il y a de très fortes chances que si vous voulez en plus l'utiliser, il va falloir tout casser, en tout cas tout casser le code pour venir l'utiliser le balcon. Et en fait, vous vous rendez compte que dans votre V1, vous avez prévu de faire quelque chose pour plus tard, en fait, vous n'allez jamais le faire. Et du coup, vous avez dépensé encore du temps et de l'argent pour inclure une fonctionnalité que vous ne servez pas, et en plus que vous allez même pas peut-être implémenter dans une V2, parce que pour la V2, vous allez découvrir de nouveaux besoins. Et en fait, voilà, vous avez un truc qui va jamais servir. Dernier exemple typique de ce qu'on peut voir aussi assez souvent, c'est l'histoire des 3 toilettes dans la même pièce. En gros, c'est vous avez identifié un super besoin, donc il y a une famille nombreuse, c'est super, 3 toilettes, ça peut être super utile dans une grande maison avec une grande famille. Sauf que pas de bol, vous avez mal pensé les usages, où l'architecture en fait elle est un petit peu bancale, et vous avez mis les 3 toilettes dans la même pièce. Donc en fait, il n'y a quasiment aucune chance qu'il y ait 3 personnes en même temps dans la même pièce. Donc ça, c'est l'exemple d'une techno que vous avez voulu mettre, ou mettre beaucoup de techno, mais en fait, à l'utilisation après derrière, finalement, il n'y en a qu'un qui va servir. Et du coup, c'est pareil, vous avez encore dépensé de l'argent, parce que vous n'avez pas démordu de dire je veux absolument ça, et en fait, à l'usage, votre client il s'en sert pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de pousser la réflexion des usages, des besoins, très très profondément dès le cahier des charges préliminaires et dès l'architecture. Alors ça peut paraître un peu une base parce que
Honnêtement, on vous dit ça dès l'école, en fait, mais dans la pratique, on a tendance souvent à l'oublier, à vouloir rentrer tout de suite dans la technique et passer à côté. C'est pas non plus si anodin que ça. Enfin, moi, personnellement, je pratique un art martial depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, et je peux vous assurer que quand on fait un stage avec quelqu'un de très haut gradé, ou un expert japonais, vous pouvez être assuré que le premier jour de stage, vous passez la journée à faire les bases. Donc vous avez toujours besoin de réapprendre les bases. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de primordial pour pas arriver à ce genre de choses. Et bon, et si nos amis du BTP arrivent à le faire, je peux vous assurer que des fois dans le monde de l'électronique, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Donc, une fois que vous avez bien réfléchi un peu à la conception, à votre architecture système, la première chose à faire, c'est une maquette fonctionnelle et un prototype. Donc ici, deux étapes de prototype de notre Crystal Ball à l'époque. Donc à gauche, c'est vraiment, on ne peut pas vraiment dire que c'est un prototype, c'est vraiment la maquette fonctionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose fait artisanal à la main. C'était limite voilà, des technologies de traversant, vraiment fait limite dans le garage. Pas limite d'ailleurs à cette époque. Mais c'était fonctionnel, ça marchait, c'était pas abouti, mais ça fonctionnait. Du coup, ça nous a permis de faire plein de choses. Déjà, de valider les usages, les besoins. On a fait notre étude de marché avec ça. Donc déjà, on allait pouvoir montrer est-ce que c'était intéressant, est-ce qu'il y avait des choses qui manquaient, est-ce qu'il fallait en rajouter, est-ce qu'il fallait en enlever. Bon, finalement, voilà, il y avait des choses qui ont disparu, il y a des choses qui sont arrivées. Et du coup, à droite, c'est le prototype plus avancé. Du coup, donc là, on va dire que à gauche, c'est la maquette fonctionnelle, et à droite, c'est vraiment le prototype. Donc là, c'est un frittage de poudre qui nous a permis de valider l'aspect mécanique. Donc, du coup, est-ce que la géométrie interne, est-ce que les cartes étaient bien disposées, est-ce que tout s'emboîtait bien, est-ce que le design on était OK avec le design. Donc ça nous a permis de valider vraiment l'étape d'après, de dire OK, c'est bon, c'est ce qu'on veut, on y va. Alors, juste un petit mot sur les proof of concept contre les prototypes et des technos qu'on voit beaucoup aujourd'hui, dont on a parlé juste avant, Arduino, Raspberry, impression 3D. Alors, Arduino, Raspberry, c'est super. Enfin, je vais pas dire que c'est pas bien, c'est des super technos, mais c'est fait pour ce que c'est fait. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site d'Arduino ou de Raspberry, ils vous vendent un produit, un outil d'apprentissage et de prototypage. Ils ne vous vendent pas un produit pour faire de l'industrialisation. Pourquoi pour plein de choses, en fait. L'Arduino, c'est très bien, mais vous êtes limité aux librairies Arduino, en fait. Et puis en plus des choix sur des trucs très techniques, des trucs très haut niveau, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Déjà, en plus, les librairies, la plupart du temps, sont libres. Donc, attention à ça. Si vous ne voulez pas faire de l'open source, ça peut être un peu tendu. Et puis, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Déjà, pareil sur la Raspberry, la première chose que vous ne maîtrisez pas, c'est l'encombrement. Vous n'avez pas le choix, c'est tel format, c'est telle taille, les composants, les connecteurs, ils sont disposés à tel endroit, ça, vous êtes lié à ça. Donc, si vous voulez faire un design un peu plus petit, un peu autre, vous êtes lié à ça. Et plein de choses niveau performance, c'est pareil, sur une Raspberry c'est bien, mais des solutions de Linux embarquées industrielles, il y en a pléthore. Effectivement, ça peut peut-être coûter un peu plus cher, mais si vous voulez par exemple faire de la vision, analyse temps réel de vidéos avec OpenCV, et puis après traiter l'image, etc., par expérience, parce qu'on a voulu le faire sur des projets, la Raspberry, vous allez la mettre à plat, quoi. Donc vous avez été obligé d'aller passer sur des technos plus puissantes, plus performantes. Et du coup, voilà. Donc ça c'est bien pour du prototype, pour valider votre concept, mais dès que vous passez à l'industrialisation, il y a de fortes chances que vous allez devoir concevoir votre propre carte électronique. L'impression 3D, même chose. C'est très bien pour valider votre mécanique. Donc vous allez faire designer un boîtier auprès d'un designer, c'est très bien, mais bon, vous n'allez pas lancer un moule industriel tout de suite. Donc vous allez faire une impression 3D, voir, ok, ça se passe bien, tout est bien moulé, enfin, tout se passe bien, on peut intégrer nos cartes électroniques dedans, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est top. Attention, n'allez pas dire, bah, ok, je vais imprimer tous mes boîtiers, j'ai 2000 produits à faire par an, je vais imprimer 2000 boîtiers par an. Bah, déjà, vous avez passé un temps fou.
ça va vous coûter cher, parce que, alors, effectivement, un moule, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers, 10 000 à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de votre produit. Mais une fois que vous l'avez, après, les pièces, elles coûtent rien. Si vous faites de l'impression 3D, une imprimante 3D, si vous la faites tourner 24 heures sur 24 pour imprimer 2000 pièces, déjà, ça va être long et c'est beaucoup de maintenance. Enfin, nous, on a exactement le même modèle chez nous pour faire un peu de prototypage. Je peux vous dire que toutes les 3 impressions, le fil il est bouché, les machins. Bon, j'exagère un petit peu. Mais bon, ça arrive que ça se bouche, ça arrive que ça colle pas bien au plateau, et des fois il y a des ratés. Donc ça prend du temps de maintenir, ça prend du temps en maintenance. Et surtout, pareil, l'aspect, attention, parce que vous avez différents aspects après de rendu. Par exemple, avec du filaire, on voit les fils. Avec du frittage de poudre, ça fait un petit peu un effet hausse de sèche. Donc, vous pouvez passer du temps où il y a des entreprises spécialisées qui vont travailler l'aspect, qui vont mettre du vernis, de la peinture, et du coup, on ne verra pas que c'est de l'impression 3D. Mais attention à ça, parce que on a eu, par exemple, l'exemple d'un client, il a eu son impression 3D, il était super content, ok, c'est top, et donc il a validé la mécanique, c'était très bien, et tout de suite, il était tellement enthousiaste, paf, il a pris plein de photos, et puis il s'en est servi pour faire sa com et pour faire son Kickstarter. Et voilà. Et là, il s'est fait descendre parce qu'en fait, les photos, on voyait, mais c'était gros comme une maison. On voyait, l'aspect n'était pas lisse, c'était pas beau. On voyait vraiment les défauts de l'impression 3D. Et du coup, il s'est fait un petit peu descendre sur son Kickstarter. Les gens ont dit, bah ouais, mais c'est moche. Et gros problème. Et du coup, ça, faut vraiment faire attention à ça. Autre chose aussi, donc voilà, donc vous avez fait votre POC, ça s'est bien passé. Vous avez fait votre POC éventuellement avec un Arduino, avec un Raspberry, ok, très bien. Puis après, vous êtes passé à un POC un peu plus industriel. Donc tout se passe bien, vous avez votre conception, c'est nickel. Et là, vous passez maintenant à l'étape de validation. Et là, validation, pareil, attention. Pour valider, faites le plus possible une pré-série. Parce que le gros écueil, vraiment l'erreur à pas commettre, c'est dire ok, j'ai un proto, ça marche, bon bah c'est parti, je fais 2500 pièces et on y va quoi. Voilà, c'est le meilleur moyen de vous planter et que ça vous coûte très cher. Pourquoi? Je ne sais pas, par exemple, vous avez mal pensé ou il y a un petit problème dans votre process de fabrication, c'est pas clair pour les agents de fabrication, et vous arrive ça, vous avez votre chaise qui est montée à l'envers. Ou alors, la chaîne de prod est bloquée parce qu'on vous dit mais je comprends pas, ça se monte pas quoi. Parce que il y a peut-être un petit défaut dans le process ou un défaut de conception, ça se trouve qu'on n'a pas vu. Et vous avez voulu faire 2500 pièces, et là vous avez 2500 pièces de bloquées, alors qu'en étant un peu plus intelligent, on aurait fait 10, 20, 30, 50 pièces, ça aurait été mieux. Et typiquement, voilà, c'est un exemple d'un client spécialisé en mécanique. Nous, on arrive derrière, on intègre un petit bout d'électronique dans la mécanique. Ok, on fait la gestion de prod sur ce projet, donc on interroge plusieurs prestataires de conception, etc. Et on dit, bah voilà, les 2500 pièces, c'est tant, et 50 pièces, c'est tant, donc à l'unité. Donc nous, on vous conseille fortement de faire d'abord 50 pièces unitaires, valider la conception, et après on fera 2500. C'était une grosse entreprise. Donc qui dit grosse entreprise dit service des achats, oh bah non, 50 pièces à l'unité, c'est trop cher, on fait direct la 2500. Et ben c'est passé ce qui devait se passer, problème dans la mécanique, et du coup, les 2500 pièces, faut tout refaire. Donc, coup de bol, l'électronique ça va, on a pu reprendre, mais par contre, toute l'ingestion plastique, toute la tôlerie et tout, voilà, faut tout retravailler. Et ça a coûté du coup beaucoup plus cher que de taper 5. Si on aurait fait 50 pièces, on serait vu, il y a eu 50 pièces défectueuses, ça aurait été beaucoup moins cher du coup de retravailler 50 que de retravailler toute une série. Donc ça, vraiment faire attention à ça, il faut être un peu plus intelligent. Ok, on met un peu plus d'argent parce que du coup, les premières pièces vont servir juste à valider la conception, mais si on rate cette étape-là et qu'il y a un souci par la suite, on s'en mord les doigts.
Autre petit détail aussi, quand vous faites un produit électronique, vous allez passer des normes. C'est-à-dire que vous allez devoir aller en laboratoire pour qu'on fasse des mesures sur les perturbations électromagnétiques. Est-ce que votre produit ne perturbe pas les autres produits électroniques? Est-ce qu'il n'est pas perturbé par les autres produits électroniques? Si vous êtes branché sur secteur, on fera des tests de sécurité électrique. Donc il y aura des simulations de foudre, ce genre de choses, pour voir si votre produit ne prend pas feu, ce genre de choses. Donc ça peut être destructeur. Donc vaut mieux avoir une petite dizaine de pièces à disponibilité, parce que si vous arrivez au laboratoire avec un exemplaire et au premier test de foudre, votre truc il explose, ben, vous n'êtes pas malin, quoi. Hein, donc vraiment, pensez à ça. Du coup, vous avez validé votre conception, ok, c'est bien, tout est fonctionnel, la notice de montage elle est plutôt claire, les agents de fabrication ils s'en sortent, ok, super. Donc du coup, maintenant on passe à l'industrialisation. Donc là, il y a vraiment une étape à pas négliger, c'est le banc de test. Parce qu'on peut se dire, ok, je vais confier la fabrication de mes cartes électroniques à un EMS, donc à un sous-traitant spécialisé, qui a des chaînes d'assemblage de cartes électroniques. Donc normalement, à la sortie de la chaîne, la carte, elle marche, tout va bien. Bah, c'est pas toujours le cas en fait, parce que du coup, même s'il y a des vérifications automatiques par des machines, c'est possible que la machine elle n'ait pas vu qu'il y avait une soudure qui était mal faite sur tel composant, qu'il y a une LED en fait elle est à l'envers parce que dans la bobine elle a été posée à l'envers, ça peut arriver. Donc du coup, des fois, la carte elle n'est pas tout à fait fonctionnelle. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir tester la carte dans son intégralité le mieux avant de la monter dans le produit. Parce que si vous prenez la carte électronique, vous montez tout, on dira on teste à la fin, bah, vous avez monté votre produit, puis finalement il y a la carte électronique qui a un défaut, et en fait vous avez tout monté pour rien, il faut le redémonter pour pouvoir le modifier, etc. Donc le banc de test. Un banc de test, comment ça se passe? En fait, là en haut, on voit le banc de test pour la Crystal Ball, donc sans la carte posée dessus, avec la carte posée dessus à droite. Donc en fait, c'est un espèce de lit à clous, comme on voit un peu en bas. En fait, c'est plein de petits picots sur lesquels vous posez votre carte électronique. Et du coup, premièrement, on vient injecter le code dans le microprocesseur, parce qu'il faut bien le faire à un moment donné. Et après, on va tester les fonctionnalités clés. Par exemple, est-ce que la communication entre le processeur et le capteur, elle passe? Oui, ok. Est-ce que les LED, elles s'allument? Ok. En général, ici, il faut un opérateur pour dire est-ce que les touches, elles fonctionnent toutes? Oui, ok. Voilà. Et puis, une fois que tout est validé, on monte dans le produit. Et là, on peut éventuellement faire un dernier test une fois que le produit est monté pour s'assurer que aussi le montage est bien fait. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut le prévoir tout de suite, dès le début du projet, parce que forcément, il faut le budgétiser. Et en plus, comme effectivement, on vient tester avec des points bien spécifiques sur la carte, il faut prévoir de placer tous les points test en fait, au bon endroit et prévoir de tester toutes les fonctionnalités. Donc ça, il faut prévoir dès le début, même si ça ne revient qu'à la fin du projet. Dernière chose, vous avez validé, vous avez un banc de test, vous avez tout pour tester votre carte et votre production électronique, c'est parfait. Maintenant, la dernière chose, c'est où est-ce que vous allez faire l'industrialisation? Donc là vient la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je fais en Chine ou est-ce que je fais en France? Ou en tout cas dans le coin. Donc là, on voit Foxconn, hein, c'est là où effectivement on assemble les iPhones. C'est gigantesque. Je ne sais même pas si on se rend bien compte sur la photo, mais c'est pharaonique, quoi. C'est juste un peu hallucinant. Donc la Chine ou la France? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que si vous êtes un grand groupe industriel, que vous avez une force de frappe énorme et que vous vous dites de toute façon, ma première série, c'est 100 000 pièces et je veux monter dans les 5 ans à 1 million de pièces par an, là, il n'y a pas de question à se poser. Vous allez en Chine, c'est clair. Si vous avez un partenaire industriel qui est sur place, qui a quelqu'un qui parle la langue, qui a même des contacts sur place, ça peut être intéressant. Par contre, si c'est votre premier produit, ou même ou pas, quoi, si vous avez même déjà l'habitude d'en faire, mais que vous faites 1 millier de pièces par an, ou même 10 000 pièces par an, et que vous ne parlez pas la langue, que vous n'avez pas de contact sur place, c'est même pas la peine. Vous allez avoir des problèmes. De toute façon, même partout, il y aura toujours un verrou à lever, il y a quelque chose à résoudre, une petite difficulté. Si vous n'avez pas quelqu'un sur place en permanence, vous allez perdre de l'argent parce qu'en fait, il va falloir vous déplacer sur place en Chine, il va falloir contacter plein de gens, vous allez vous ruiner en voyage juste parce qu'il y avait une petite difficulté.
alors que vous aurez pu le faire en France pour un coût peut-être équivalent. Parce qu'en fait, la clé, c'est d'avoir une conception électronique qui ne fasse pas intervenir les hommes. En fait, une bonne conception électronique fait tout passer en machine. Vous avez le moins de reprises manuelles. C'est-à-dire qu'avec des composants qui ne sont pas traversants, où il faut faire une soudure à la main, ou ce genre de choses, tout passe en machine. Et en fait, ce que vous payez, c'est du temps machine. Et du coup, c'est à peu près l'équivalent, en fait, que vous payez du temps machine en Chine ou en France, c'est pareil. Ce qui coûte cher en France, c'est le temps homme. Mais le mieux, c'est de s'en passer. Et donc, du coup, petite anecdote quand même. Voilà, on a un client, pas sur l'électronique, mais sur la partie plasturgie, qui a une vitre translucide derrière, donc, qui est teintée. Il y a juste une petite fenêtre parce qu'il y a un capteur optique. On dit OK, on voit avec lui, on discute sur la prod. Donc, tu fais où la prod? Ouais, je fais faire cette vitre en Chine. Ouais, t'es sûr? T'as combien d'exemplaires? Il y en a, je sais plus combien, mais il y avait peut-être moins de 5000 exemplaires par an. Il dit, t'es sûr, tu vas en Chine? Je dis, ouais, je vais en Chine, je connais une entreprise là-bas. Ok. Bah, effectivement, problème, hein, parce que du coup, la fenêtre, je sais pas comment, bon, ils travaillent pas toujours très clean les Chinois, et du coup, bah, il y a des traces de peinture sur la fenêtre. Et donc, bah, il y a peut-être un rebut de 15%. C'est énorme, 15%. Et du coup, bah, il y a 15% qui est jeté à la poubelle à la réception. Pourquoi? Bah, parce que je sais pas, ils travaillent mal, ou alors ils n'ont pas le bon contact, ils n'ont pas réussi à avoir la bonne entreprise, voilà, il y a plein de choses. Après, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, personnellement, on a fait une grosse commande de LED pour un projet en Chine, 2,5 km de ruban de LED. Ça, c'est quand même assez fat. Voilà, on a passé un peu de temps, c'est très bien passé. On a fait un gros chèque, on a eu un petit peu les jetons pendant quelques semaines, on a tout reçu, et voilà, sur 2,5 km, on a peut-être 10 mètres qui ne marchaient pas, quoi. Donc franchement, voilà, il y en a qui travaillent bien, il y en a qui travaillent moins bien, il faut faire attention. Voilà, j'ai un peu fait le tour du coup des différentes étapes. Voilà, c'était plutôt des bases, mais voilà, je pense que c'est bon de rappeler tout ça, parce que des fois on oublie un petit peu, on va tout de suite dans la technique. Donc j'espère que j'ai réussi à vous sensibiliser sur 2-3 points. Je vous assure que voilà, tout ça, on s'est basé sur vraiment des expériences. Ça arrive, donc ne faites pas ça. Et de toute façon, nous, on est toujours là pour, justement, au moment du cahier des charges préliminaires, on le fait en général avec nos clients et on travaille à lever ces points-là. Donc si jamais, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore mieux, si vous avez un projet électronique, n'hésitez pas à venir me voir. Merci à vous. Bonjour, alors j'ai peut-être 2 questions. Combien de temps minimum pour de la conception à l'industrialisation? Alors, c'est une question pas évidente parce que du coup, ça dépend de votre projet. Votre corps. Notre corps. C'est pareil, ça dépend. Alors, par exemple, Gaspard, comme c'est assez récent, je vais pouvoir m'en souvenir. Donc c'est pour vous dire, il y a un tapis, il y a peut-être une vingtaine de capteurs, ça marche en BLE. Donc on a développé toute la carte électronique plus le code embarqué. On n'a pas fait l'application. On a dû commencer en septembre et c'est fini début janvier, quelque chose comme ça, quoi. Donc ça comprend aussi tous les délais fabrication, premier prototype, etc. Parce que en fait, quand on fait un prototype électronique, une fois qu'on a les schémas, on peut commander un prototype sur Internet. C'est 15 jours déjà, minimum, pour recevoir la carte. Après, il faut la programmer, la tester. Pour rajouter une semaine. Voilà. Après, c'est pareil, ça dépend... c'est assez large comme question, parce que ça dépend vraiment de la taille du projet, quoi. C'est assez variable. Après, il y a des choses qu'on a fait peut-être en un mois, en faisant un sprint, parce qu'on était au début de l'entreprise et il fallait qu'on sorte ça. Mais c'est quelques mois. Il faut compter, sur un projet, c'est 6 mois, quoi, en général. Ça peut être beaucoup plus long selon ce qui est intégré dedans, quoi.
Je peux poser une autre question? Oui, et une autre question, c'était, est-ce que vous pouvez me donner un exemple en fait de test utilisateur avec donc des POC avant même que vous lancez le prototype ou l'industrie ou la validation? Ben, j'ai un exemple concret qui se trouve la rue derrière. En fait, donc là, du coup, c'est pas pour un client, c'est pour nous. En fait, on travaille avec Aline d'ailleurs, et puis deux autres entreprises qui sont ICsoft et un architecte lumière qui s'appelle Nicolas Houel. On développe un lampadaire connecté, donc intelligent, donc que vous pouvez voir d'ailleurs sur le stand d'Enedis, puisqu'ils sont partenaires avec nous et Nantes Métropole. Donc là, il y a 10 lampadaires qui sont installés dans la rue d'un bras de fer pour encore jusqu'à septembre, donc depuis le mois d'avril, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est vraiment un POC, parce que du coup, on a... en électronique, c'est vraiment des solutions, on va dire, rapides, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à tout optimiser, sinon c'était un projet d'un an, 2 ans. Donc du coup, on a fait un peu ce qu'on appelle du quick and dirty, on va dire. Et du coup, ça nous permet de, voilà, sans avoir développé de grosses solutions industrielles, d'avoir quelque chose qui tourne pendant 6 mois et voir comment ça se passe, comment ça se comporte, sachant que du coup, ça va nous permettre de mieux identifier les besoins pour l'industrialisation. On a déjà levé des verrous. Voilà, on sait qu'il y a telle chose, bon, faudra peaufiner pour la version industrielle. Il y a telle chose, ça sert à rien, on l'enlèvera. Voilà, ce genre de choses. Merci. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser après. Il y en a une petite dernière, allez rapidement. J'ai une question concernant les certifications. Ouais. Comment est-ce que vous les incluez dans la conception? Parce qu'aujourd'hui, on sait que faire appel à un bureau de certification comme Emitech, par exemple, ça prend entre 6 à 9 mois. Alors, du coup, on pourra en reparler, mais on ne travaille plus avec Emitech. C'était un exemple. Ouais, non, je sais bien. Alors, c'est pareil, ça dépend aussi des projets. Ça, c'est un problème. Je l'accorde, parce qu'en fait, typiquement, c'est plus une question de rendez-vous, parce qu'ils sont bookés comme pas possible. En réalité, ça prend quelques jours de faire le test, mais c'est quand on vous dit je veux passer les tests CEM, c'est OK, dans 4 mois, quoi. On fait la tronche. Donc là, nous, on prend pas, c'est-à-dire que ça dépend si on fait de la gestion de production ou pas. Nous, on avertit le client de dire, voilà, généralement, il faut prendre rendez-vous assez rapidement. On externalise, nous, on ne prend pas en charge cette partie-là, parce que c'est à la charge du client, généralement, de toute façon, de passer les normes. Après, on n'est pas obligé. En France, si vous n'êtes pas sur le secteur, c'est la auto-certification, les normes CE. Vous pouvez dire, moi, mon produit, il est CE, c'est bon, je l'envoie sur le marché, je ne fais pas les tests. Si vous avez un problème, on vous demande des documents. Et les documents, si vous n'avez pas passé en laboratoire, vous ne les aurez pas. Ça, il faut prévoir tout de suite. Nous, on a eu avec notre expérience, on a eu quelques leçons. Maintenant, aujourd'hui, dès qu'on a un projet, on dit voilà, il y aura les normes à passer. C'est un billet entre 5 et 15 000 euros en fonction de votre produit. Prévoyez-le tout de suite, contactez tout de suite un laboratoire et pour bloquer des fenêtres. En fait, on peut bloquer un peu des fenêtres. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez dire moi, mon produit sera prêt à peu près dans 4 mois ou dans 6 mois. Est-ce que dans 6 mois, vous avez la visibilité pour prendre rendez-vous et maintenant? Parce que si on attend, comme vous dites tout de suite, si on attend, ok, mon produit il est prêt, j'appelle Emitech pour passer les normes, et là ils vont vous dire c'est dans 4 mois ou dans 5 mois. Et là, vous prenez 5 mois dans la vue et c'est la cata, quoi. Donc ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un peu dans l'étape de validation, prévoyez une pré-série pour passer les normes. Ce que j'ai pas dit, ce que j'aurais dû dire, c'est dès votre cahier des charges, envoyez-le à un laboratoire de certification qui pourra éventuellement vous réserver une fenêtre de rendez-vous. Après, aujourd'hui, Emitech le font pas, c'est qu'ils font pas de pré-certification ou de pré-qualification. Il y a d'autres laboratoires en fait qu'on a découvert assez récemment qui le font. C'est-à-dire que ils vous font pas payer plein pot, mais sur votre cahier des charges, sur éventuellement peut-être votre architecture système, etc. Ils vont examiner, ils vont vous dire ok, tel point, il faut faire attention. Il y aura telle norme à passer, ça vous coûtera éventuellement tant de passer les normes effectivement. Et ça c'est beaucoup mieux que Emitech où ils sont très très rigides, quoi. On pourra en reparler après si vous voulez. Merci.